sommaire, les résultats de la 25e remise des trophées de l'International. Les résultats de notre étude « Expatrier, votre vie nous intéresse ». Hélène Conway-Mouret revient sur la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des Français de l'étranger. Une nouvelle réforme visant la création de conseils consulaires. Les explications de Corinne Narassiguin sur son élection invalidée. Les Français de plus en plus nombreux à Dubaï. Et un mot sur la réouverture du lycée français à Bamako. L'un des temps forts de la convention Mondissimo a été la 25e remise des trophées de l'International en présence de nombreuses personnalités telles que la ministre déléguée en charge des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret. Mondissimo a récompensé 2 Français pour leur réussite à l'international, Emmanuel Jéglet et Olivier Sureau, tous 2 créateurs associés du cabinet d'experts comptables Jade Associates, qui est implanté à New York, Miami, San Francisco, Atlanta, Los Angeles et bientôt à Sao Paulo, au Brésil. 3 autres trophées ont été décernés, l'un à Jean-Pierre Cantegris, sénateur des Français de l'étranger et président de la Caisse des Français de l'étranger, pour sa contribution au bien-être et à la protection de la communauté française expatriée depuis 25 ans. L'autre trophée a été attribué à Bruno Durieux, ancien ministre et président du comité des conseillers du commerce extérieur de la France, pour ses actions et ses fonctions pendant un quart de siècle au développement des entreprises françaises à l'international. Un autre trophée a quant à lui été remis à Michel Van Riel, représentant de Crown Relocation, qui a été récompensé pour les performances de son entreprise. Quel est le profil du Français de l'étranger et quelle évolution pouvons-nous constater en 10 ans de 2003 à 2013 ? C'est l'objet de l'enquête Expatrier, votre vie nous intéresse, réalisée dans le cadre de la 5e convention Mondissimo, de la mobilité internationale et du commerce international, en partenariat avec Europcar, la CFE et AGS. On y apprend entre autres que depuis 2005, les Français ont de moins en moins envie de rentrer en France et 7 sur 10 ne sont pas prêts à regagner la mère patrie. Pour la majorité, il faudrait un changement de mentalité en France pour les motiver. Pour lire l'étude en entier, rendez-vous sur le www.mondissimo.com. Vendredi dernier, à l'occasion de son premier voyage officiel aux États-Unis, la ministre Hélène Conway-Mouret est revenue sur la décision du gouvernement de supprimer la prise en charge des frais de scolarité des Français de l'étranger, rentrée en application au lendemain de l'élection présidentielle en juin 2012. Une décision difficile qu'elle assure aujourd'hui avoir été bien acceptée par la communauté d'expatriés. On l'écoute au micro de notre correspondante à New York, Anaïs Digonnet. Nous étions arrivés au bord d'une falaise et soit on sautait et on perdait tout, soit on changeait le système. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avions pas le choix. Nous avions déjà un déficit de 10 millions pour terminer cette année, 10 millions d'euros qui seraient pris sur l'aide publique au développement. C'était ce qui était prévu et sincèrement, ce n'était pas quelque chose que je devais faire. D'autant que nous avons maintenant prouvé que ce que nous avons fait était tout à fait correct, puisque la suppression de la PEC, si c'est à cela que vous pensez, a bien démontré que aucune famille n'a été lésée, puisque sur les 7500 familles qui touchaient une aide à la scolarité, enfin, ce n'était pas une aide à la scolarité, c'était une prise en charge. 10% d'entre elles ont fait une demande de dossier de bourse, parce que les autres savaient très bien que le revenu était trop élevé pour pouvoir bénéficier d'une aide. Et 50% de ces 630 familles ont touché une bourse parce qu'elles y avaient droit. Mais l'État français n'a pas pour objectif ou vocation à distribuer très généreusement un argent qu'elle n'a plus, en tout cas de façon importante aujourd'hui. Après 2 jours de débat, le Sénat a adopté dans la nuit du 19 au 20 mars dernier le projet de loi relatif à la représentation des Français de l'étranger. Le texte élargit le corps électoral des sénateurs et entend favoriser une plus grande proximité avec les expatriés. 444 conseillers consulaires devraient être ainsi rattachés aux ambassades et postes consulaires. Ils seront élus pour 6 ans au suffrage universel direct. L'Assemblée des Français de l'étranger verra quant à elle son nombre de membres ramené de 155 à 80 conseillers. Début avril, le texte devra également obtenir l'aval des députés avant de rentrer en application.
Le 15 février dernier, les deux députés socialistes des Français de l'étranger, Corinne Narassiguin, députée de la première circonscription, et Daphna Poznanski-Benamou, députée de la 8e circonscription, ont vu leur élection invalidée par le Conseil constitutionnel. Leurs comptes de campagne ont été rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne. Les deux députés affirment pourtant que chacune de leurs recettes et de leurs dépenses était légale par rapport aux règles de campagne et de plafond autorisés. Dans un communiqué, Corinne Narassiguin revient sur ce litige qui lui a fait perdre son siège de députée, la rendant inéligible pendant 1 an. Elle explique qu'à l'époque de sa campagne, il était souvent impossible, entre autres, de régler certaines dépenses par des moyens de paiement internationaux. Son mandataire financier a alors ouvert un compte bancaire à New York qu'elle a alimenté par des fonds personnels pour sa campagne. C'est ce compte qui a entraîné la CNCCFP à rejeter ses comptes de campagne alors que la loi autorisait à ce moment-là l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger. Corinne Narassiguin demande donc la publication d'un nouveau décret avant les prochaines partielles de l'étranger, autorisant l'ouverture de comptes bancaires locaux dans tous les pays, ainsi que plus de flexibilité dans le règlement des dépenses par le candidat. Affaire à suivre. Quelles sont les villes les plus chères du monde pour les expatriés? ECA International vient de sortir son classement en se basant sur un panier moyen composé de biens de consommation et de services communément consommés par les expatriés. Ne sont donc pas pris en compte les coûts des logements, de transport ou de scolarisation. Arrive donc en tête Tokyo. La capitale retrouve son statut de ville la plus chère du monde. Suit Nagoya, une ville nippone là encore. Et Oslo, capitale de la Norvège, monte sur la 3e marche du podium. Luanda, capitale de l'Angola, reste de loin la ville la plus chère d'Afrique. Comme Caracas pour l'Amérique latine. Zurich supplante cette fois Genève et Paris n'arrive qu'à la 42e place. Vivre dans la capitale serait finalement considéré par ECA comme relativement abordable. Surprise du côté de la capitale britannique qui n'y figure plus dans le top 50. Les Français sont de plus en plus nombreux à s'installer dans ce qu'ils appellent l'Eldorado Dubaï. 100 Français s'inscrivent chaque mois au consulat de France pour un total d'environ 15 000 expatriés, selon Hubert Sévin, directeur de l'Alliance française à Dubaï, un nombre qui a doublé en 5 ans. Les moins de 40 ans représentent 75% des expatriés, plus souvent des Français issus de l'immigration nord-africaine parlant arabe. Cet engouement soudain pour l'émirat provoque la saturation des lycées et donc beaucoup de listes d'attente pour les enfants d'expatriés. Si Dubaï offre de nouvelles perspectives professionnelles, les expatriés doivent prendre conscience que l'intégration n'existe pas. Il est impossible pour un étranger de devenir émirati. Lorsqu'un étranger souhaite implanter son entreprise, il doit faire un partenariat avec un émirati qui détiendra 51% des parts de la société. Les Français sont désormais la 2e population d'origine européenne, après les Britanniques, à venir s'installer à Dubaï. Lundi 11 mars, le lycée français Liberté de Bamako a réouvert ses portes. Ce lycée avait fermé pour des raisons de sécurité en janvier, lors du début de l'offensive militaire par l'armée française contre les islamistes armés contrôlant le nord du Mali. 95% des élèves de l'établissement étaient présents et seulement 3 ou 4 professeurs manquaient à l'appel. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ainsi que la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, avaient annoncé dans une déclaration conjointe la réouverture de ce lycée et avaient salué le personnel de l'établissement qui a tout fait pour maintenir un lien pédagogique avec leurs élèves. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.